fusion intersomatique par voie transpyramidale est devenue une technique populaire dans la fusion intervertébrale lombaire. Actuellement, une voie percutanée mini-invasive a été décrite permettant, grâce à des écarteurs et des dilatateurs tubulaires, la réalisation de cette technique tout en préservant les parties molles. Nous détaillons dans ce travail notre expérience concernant cette nouvelle technique. Notre étude rétrospective comparative à propos de 20 patients opérés dans notre service durant une période de 5 ans, de 2014 à 2019, pour de lombo-radiculalgie ayant eu un TLIF réparti comme suit. 12 patients opérés par voie classique, 8 patients par voie mini-invasive. Les critères d'évaluation sont la durée de l'acte opératoire, la durée d'hospitalisation, l'évaluation de la douleur selon l'échelle visuelle analogique et la capacité fonctionnelle selon le Swiss Disability Index. Les patients sont répartis en deux groupes. Un groupe de cas opérés par voie mini-invasive avec un âge moyen de 55 ans et un groupe témoin opérés par voie classique avec un âge moyen de 58 ans. Quant à la répartition des étages concernés par les gestes de libération, la plupart des patients ont une sténose foraminale au niveau de L4 et L5, avec quelques cas de sténose au niveau de L2 et L3, et L3 et L4. Pour le temps opératoire, les pertes sanguines, ces deux critères sont bien écourtés lors de la TLIF percutanée. L'utilisation est pratiquement la même pour les deux groupes, se situant en général entre 2 et 3 jours. L'amélioration de douleur était observée dans les deux groupes, plus marquée dans le groupe opéré par voie percutanée. L'action du retentissement fonctionnel de lombalgie en post-opératoire qui s'est faite grâce au score d'Audi a montré que ce score s'est amélioré de 68% à 24% dans les TLIF percutanés, avec un résultat chez le témoin passant de 68% à 20%. Voici le cas clinique d'une femme âgée de 58 ans qui consiste pour de lombocytalgie L5 gauche résistante au traitement médical. À l'IRM, il s'agit bien d'une discopathie dégénérative en L4 L5 associée à une hernie discale paramédiane gauche conflictuelle avec la racine L5. La décision était de faire une TLIF percutanée centrée sur L4 L5. Les suites opératoires étaient simples, reprise des anciennes activités, disparition de lombalgie, avec un score ODI qui a passé de 70% à 24%. Les contrôles radiologiques montrent une bonne récupération de la hauteur discale et une fusion intersomatique en cours. Donc, comme on connaît, la TLIF devrait donner théoriquement des résultats comparables à la fusion intersomatique postérieure ou la PLIF, avec l'avantage d'une moindre morbidité et d'un taux de fusion plus élevé. Que dire donc d'une voie percutanée qui conjugue les avantages de la TLIF et ceux de la chirurgie mini-invasive, telle la préservation des parties molles, un saignement péropératoire moins important, une récupération fonctionnelle plus rapide. Dans cette série, Stevens a démontré que les techniques mini-invasives réduisaient la pression intramusculaire liée aux écarteurs de façon controversée. À propos du saignement péropératoire, il est moins important lors de la TLIF percutanée, vu l'absence de décollement du muscle paravertébraux et la moindre fréquence de lésions artériolaires. Et les avantages de la TLIF percutanée concernant les résultats fonctionnels. En fait, l'échelle visuelle analogique et le score ODI sont significativement diminués en cas de chirurgie mini-invasive. Ceci, d'un point de vue technique, c'est une procédure qui nécessite une courbe d'apprentissage pour pallier à certaines complications. La TLIF percutanée est une technique fiable dans la prise en charge des discopathies dégénératives responsables d'une sténose foraminale. Les résultats obtenus en termes de fusion sont similaires aux résultats techniques conventionnels. Les bénéfices de cette technique résident dans la faible morbidité et dans la réduction des risques infectieux liés à son caractère mini-invasif. Bien que les perspectives nous paraissent très intéressantes, il est nécessaire de disposer de plus de recul pour juger réellement de la méthode. Merci de votre attention. First, I present myself. I am Haifa Mishadi, a neurosurgical resident in the Department of Neurosurgery of National Institute of Neurology. On behalf of my professor, I will present a case about the symptomatic pneumocephalus as a rare complication of discal herniation is surgery. So to start, pneumocephalus is defined by the presence of air inside the skull. This complication was mostly described in post-traumatic cases or after surgical procedure, compromising the continuity of the skull bone and meningeal structures. Pneumocephalus occurs exceptionally after spinal surgery. Multiple factors may be incriminated in the genesis of this complication. Our case is about a 40-year-old female patient with no pathological history. She presents right lombocytalgia with a L5 road pathway training for 1 year, but this pain increased in intensity a few weeks before admission, impeding the patient's daily activities. Our exam showed a major spinal syndrome and L4 root syndrome. The lumbar spine MRI showed median and paramedial disc herniation. So the patient was operated through a left unilateral approach with L4, L5. The dura mater wrapped around the left L4 root was accidentally injured on its lateral side, causing a break
with CSF leakage. This breach would not be sutured due to its eccentric location. On the ground of its narrowness, no biological glue or tissue sealing have been used to cover the breach. The hemostasis was satisfactory, and after closure of the facial and cutaneous structures, the patient was waked and extubated on the table. Immediate operative follow-ups were uneventful, but 6 hours after awakening, the patient suddenly had a generalized pallor with sweating, agitation, and disorientation, followed by 3 generalized tonico-clonic seizures with recovery of consciousness between the episodes. Biological statements were normal, so a brain CT scan was requested urgently. The brain CT scan showed a frontal interhemispheric rounded hypodensity in relation to pneumocephalic bubbles. The patient was therefore transferred to intensive care, where she presented 3 new generalized tonico-clonic seizures. Afterwards, the neurological status improved and the patient presented no other seizures. She was discharged 3 days after the surgical procedure. 6-month follow-up, we detected no new seizures. So the pneumocephalus is defined by the presence of air inside the skull. It's a rare complication of dural perforation with air injection into the subarachnoid or subdural space. It has been reported in particular in the course of epidural anesthesia, but exceptional after lumbar spine surgery, since only 9 cases have been reported in the literature, as we showed in this table. The symptoms of pneumocephalus depend on the location and amounts of air inside the skull. Seizures are rarely described. Several factors may explain this phenomenon. So, the dural breach added to CSF leak, it causes intracranial hypertension. This drastic decrease of intracranial hypertension may cause seizures of its own course or leads to intracranial hemorrhage. So many factors can be incriminated in this phenomenon, as the nature and the interaction of the anesthetic material or the potential toxic effect of the fat molecules having penetrated the blood circulation during the various manipulation would potentiate the occurrence of seizures. There is no clear consensus regarding the management of symptomatic pneumocephalus after lumbar surgery, as treat the limbic position or prophylactic antibiotic therapy, hyperbaric oxygen therapy, or overhydration are commonly used, but the gold treatment is essentially conservative. And to prevent this complication, we have to repair systematically any iatrogenic dural breach. So to conclude, symptomatic pneumocephalus is a very rare complication during the course of lumbar surgery. The symptoms are usually non-specific and varied. The conservative treatment may be adequate even in the presence of severe symptomatic manifestation. Despite its rarity, this complication must be recognized to prevent severe consequences. Thanks. Chers confrères, permettez-moi de vous présenter ce travail intitulé « Évaluation du programme de radioprotection au bloc opératoire d'orthopédie à l'Institut Rassab ». La chirurgie orthopédique engendre une exposition au rayon X du fait du recours à l'amplificateur de brillance. Cette exposition a été sujet de crainte de l'ensemble du personnel du bloc et la principale question était la radioprotection est-elle selon les normes? L'objectif de ce travail était d'évaluer l'organisation de la radioprotection des travailleurs conformément aux recommandations internationales et à la réglementation tunisienne. Nous avons entrepris une enquête descriptive se basant sur une checklist comprenant 10 items conformément aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et pour chaque insuffisance, nous avons émis des recommandations. Voici l'ensemble des 10 items que nous avons utilisés dans notre checklist. Et nous avons eu recours à ces 2 références, celle du décret 1986 du ministère de la Santé publique et la publication de l'Agence internationale de l'énergie atomique que vous pouvez retrouver sur Internet. Voici donc nos principaux résultats. Des insuffisances ont été relevées et des solutions ont été proposées. Concernant la désignation d'un référent en radioprotection, la surveillante du bloc était désignée. La conception des locaux était autorisée par le ministère de la Santé. La signalisation lumineuse à l'entrée de la salle était présente, mais celle-ci était défectueuse. Nous n'avons pas retrouvé le zonage réglementaire. Le zonage réglementaire comprend une zone contrôlée, une zone surveillée et une zone publique. Ce zonage permet au personnel de circuler à l'intérieur du bloc de façon sécurisée. La signalisation que vous voyez là, le trèfle radioactif, est important et doit être affiché sur la salle à l'entrée du bloc.
La classification du personnel du bloc opératoire n'était pas effectuée selon la catégorisation en catégorie A et catégorie B. En effet, cette catégorisation s'effectue selon la dose susceptible d'être reçue par le personnel et permet d'organiser par la suite la surveillance dosimétrique et la surveillance médicale. Concernant la formation, la surveillance médicale en médecine du travail et la surveillance dosimétrique, elles n'étaient pas retrouvées. Concernant la protection collective, la suspension plafonnière et le tablier plombé n'étaient pas retrouvés. Les blouses plombées et les caches thyroïdes étaient présents, mais en nombre insuffisant. La maintenance de l'amplificateur de brillance était effectuée, cependant, il n'y avait pas de traçabilité concernant la maintenance préventive et curative. La procédure d'optimisation de la dose aux patients n'ont pas été retrouvées. Voici sur cette diapo quelques images sur le paravent plombé mobile qu'on peut placer dans une salle opératoire, le tablier plombé accroché à la table et la suspension plafonnière. Concernant les protections individuelles, la blouse plombée et le cache thyroïde sont utiles pour protéger le personnel présent dans la salle. Un bon programme de radioprotection permettra d'éviter de voir se produire les effets nocifs des rayons X auprès des travailleurs, surtout les cancers dus aux faibles doses. Il s'agit d'un travail de longue haleine qui nécessite la responsabilisation d'une personne référente en radioprotection qui soit qualifiée et motivée. L'implication de toute l'équipe est indispensable pour bien réussir la mise en place d'une culture de radioprotection. J'espère que notre programme vous servira pour mettre en place une évaluation de la radioprotection dans vos salles opératoires. Et il y a toujours un point de départ, un point d'arrivée, mais le chemin continue avec de l'optimisme, bien sûr. Et merci pour votre attention. De la méniscectomie partielle dans le ménisque discoïde à propos de 15 cas opérés dans le service d'orthopédie et traumatologie à l'unité chirurgicale de Zaglavide à Kérouan. Donc, pour commencer, le ménisque discoïde est une anomalie morphologique congénitale intéressant généralement le ménisque externe du genou. Ce dernier perd sa forme habituelle en croissant et prend un aspect épaissi, pouvant aller jusqu'à une forme de disque. C'est une variante anatomique rare, touchant environ 3% de la population, généralement asymptomatique. Cette malformation expose toutefois à un risque accru de lésions méniscales. La forme anormale du ménisque est responsable des douleurs du genou, associée dans le cas typique à un claquement et un ressaut méniscal caractéristique. Le traitement consiste en une méniscectomie visant à redonner au ménisque sa forme habituelle. L'objectif de ce travail était de déterminer les signes cliniques et d'imagerie d'un ménisque discoïde et d'analyser les résultats du traitement chirurgical à moyen et à long terme. Donc, concernant notre étude, il s'agit d'une étude rétrospective concernant 15 patients, dont 12 hommes et 3 femmes, colligés entre 2008 et 2016. L'âge moyen était de 25 ans. Le motif principal de consultation était des gonalgies dans 11 cas, des blocages dans 2 cas, une association douleur et blocage dans 2 cas. L'examen clinique retrouvait 2 cas de flessum, 5 cas un ressaut et une hydarthrose dans 3 cas. 11 patients ont été explorés par IRM et 4 par arthrose. Le geste réalisé était une méniscoplastie ou méniscectomie partielle. Les mobilités articulaires étaient normales et aucun patient ne décrivait de blocage articulaire. Nous n'avons pas noté de complications à type d'ostéochondrite ou d'hypoplasie du condyle fémoral. L'IKDC moyen était de 92 points. Le score IKDC était meilleur pour le patient dont l'âge était inférieur à 25 ans. Un seul patient a présenté une arthrose stade 2 après 6 ans. Passons à la discussion. La résection arthroscopique d'un ménisque discoïde reste une technique difficile qui nécessite le plus souvent une bonne expérience car le ménisque est souvent épais, gênant considérablement la vision dans l'interligne. Aucun traitement chirurgical ne doit bien sûr être proposé aux patients asymptomatiques ou lorsque le ménisque discoïde est découvert de manière fortuite. En conclusion, la résection arthroscopique d'un ménisque discoïde reste une technique difficile qui nécessite le plus souvent une bonne expérience afin de porter l'indication optimale, méniscectomie totale, partielle, suture ou combinaison, et d'éviter les lésions cartilagineuses et iatrogènes.
Nos résultats fonctionnels et cliniques sont similaires à ceux de la littérature. Un plus ample recul nous renseignera davantage sur le potentiel arthrogène de cette chirurgie. Merci à vous. Merci, cher maître, cher confrère. Bonsoir. Quand on parle d'une ostéomyélite subacute, on parle d'une véritable entité qui englobe les ostéomyélites localisées. Elle pose un problème, notamment pour la pathologie qui reste la pathogénie qui reste un sujet de discussion, mais aussi un problème de diagnostic et de traitement qui reste toujours controversé. Donc, dans notre série, l'objectif était de déterminer les caractéristiques démographiques, cliniques, biologiques et le profil bactériologique des ostéomyélites. Au terme de notre étude, les patients ont consulté avec un délai moyen de 39 jours. Ce retard de consultation a été en rapport avec une latence clinique signalée dans tous les cas. Ceci est dû à un tableau qui est fort, qui est dominé par les douleurs avec un pourcentage de 93,2%. Le syndrome inflammatoire biologique n'a été noté que dans 16,8% des cas. Parmi les 30 patients, 2 patients ont été initialement hospitalisés pour prise en charge de tumeurs osseuses, mais ce n'est qu'après les explorations qu'on a conclu qu'il s'agissait d'ostéomyélite subaiguë. L'ostéolyse était trouvée dans tous les cas de notre série, dans l'imagerie, que ce soit par radiographie, que ce soit par les RF. Donc, l'atteinte bifocale est notée dans 3 cas de notre série. Le diagnostic, la confirmation étant bactériologique et anatomopathologique est trouvée dans 22 cas parmi 30 cas. Les autres 8 cas, on s'est basé à un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques et évolutifs pour faire le diagnostic. Le staphylocoque aureus était le germe isolé le plus fréquemment isolé dans 13 cas, dont 69,2% était le staph multisensible. On a fait le traitement chirurgical dans 19 enfants. Dans les 11 autres cas, on s'est contenté au traitement médical montré. L'évolution sous antibiothérapie et ce traitement chirurgical était favorable dans 86,7% des cas, malgré une lenteur de cicatrisation qui a été notée dans les cas où on a préconisé seulement le traitement médical. On a malheureusement noté 4 cas de chronicité, d'ostéomyélite chronique, qui sont rapportés à des retards de diagnostic et de prise en charge. Donc, on n'a pas l'éthiopathogénie de l'ostéomyélite subacute n'est pas encore bien étudiée, bien précisée. L'ostéomyélite subacute présente des difficultés importantes. D'abord pour diagnostic, notamment le diagnostic différentiel avec les tumeurs osseuses, d'où l'intérêt de l'IRM, surtout dans les localisations épiphysaires et l'efficience de l'association du traitement chirurgical avec le traitement médical pour confirmer le diagnostic, pour améliorer la diffusion de l'antibiothérapie et pour accélérer la guérison radiologique. Et merci. La dysplasie fibreuse du fémur proximal chez l'enfant à propos de 2 cas. Donc, c'est une maladie osseuse bénigne génétique non héréditaire caractérisée par une métaplasie du tissu osseux lamellaire en tissu fibro-osseux mal minéralisé avec une activité ostéoclastique élevée responsable d'ostéolyse et d'extension des lésions. 3 présentations, la forme monocytique discrète découverte chez l'adulte ou fortuitement avec stabilisation des lésions à la maturation squelettique, la forme polyostotique plus sévère symptomatique responsable de déformation, de douleurs et de fractures pathologiques et une atteinte habituelle du fémur proximal. La forme associée, syndrome de McConnell-Bright, dysplasie polyostotique, des taches caféolées et une endocrinopathie, et le syndrome de Mazabro avec des lésions osseuses et myxome intramusculaire. Donc, notre premier patient, 11 ans, issu d'un mariage consanguin, suivi pour dystrophie musculaire progressive, a consulté pour une fracture pathologique du fémur gauche sous-trochantérienne sur une image lithique qui évoque un kyste essentiel à la TDM. Elle a été traitée par ECMES et biopsiée. Le deuxième patient, 9 ans, suivi pour une image lithique du fémur gauche
droit qui évoque un kyste anévrismal à la TDM. Il a eu un ECMES vu le risque important de fracture et l'étendue de la lésion. Il a été également biopsié. Donc, l'atteinte de l'extrémité supérieure du fémur constitue un défi devant les déformations et la fréquence des fractures pathologiques. Quand opéré, la fragilisation osseuse, la fracture pathologique, la déformation progressive du fémur et la douleur rebelle. Quel type d'ostéosynthèse? La vis-plaque DHS permet de stabiliser le foyer fracturaire, mais avec un risque de fracture et de déformation sous la plaque, un conflit avec la bande iliotibiale, un démontage du matériel et la vis est agressive pour un col immature. L'enclouage centromédulaire stabilise la fracture, prévient les déformations et les fractures potentielles, fournit une bonne stabilisation à long terme et il est utilisé couramment en traumatologie. Donc, les chirurgiens sont expérimentés dans les mini-invasives. L'ECMES permet d'aligner et d'armer le fémur, mais avec un risque de migration. Le curetage et la greffe corticospongieuse est efficace sur la forme monostotique, mais pas d'amélioration pour les formes polyostatiques malgré les greffes massives. Pour la coxavara, il est admis qu'il faut tenter un réalignement afin de restaurer l'axe mécanique du fémur, diminuer les forces déformantes, agir sur la douleur et améliorer les secteurs de mobilité, et ceci par une ostéotomie de valgisation qui restaure l'angle cervicodiaphysaire. Elle est associée à une ostéosynthèse et est justifiée à partir d'un angle au-deçà de 120 degrés. Le traitement médical, les biphosphonates inhibent la résorption osseuse, ils sont utilisés hors AMM, efficaces sur la douleur rebelle, diminuent le nombre de fractures et améliorent la qualité de l'os. Le denosumab a été récemment testé également, il réduit la douleur, les marqueurs de résorption osseuse et la masse lésionnelle. Donc en conclusion, c'est une maladie rare, ce complique de douleurs, de déformations et de fractures pathologiques. Le fémur proximal est un défi, l'ostéosynthèse stabilise, arme le fémur et prévient les déformations potentielles. Donc, l'ostéotomie de valgisation est pratiquée en deçà d'un angle de 120 degrés et pas de protocole élaboré jusqu'à ce jour pour le traitement médical. Merci. Merci tout le monde. Alors, je vais vous présenter les résultats des lambeaux sur eau dans la couverture des pertes de substances cutanées traumatiques au niveau du talon chez l'enfant. La perte de substances cutanées au niveau du talon chez l'enfant survient souvent suite à l'incarcération du talon du pied dans les rayons d'une roue de moto. Cette perte de substance cutanée peut mettre à nu le calcanéum et ou le tendon calcanéen. Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive et transversale menée de 2014 à 2019 à l'hôpital d'enfants Béchir Hamza de Tunis. Nous avons colligé 15 patients qui ont eu une incarcération de leur talon dans les rayons d'une roue de moto. La couverture a été faite par un lambeau fascio-cutané sural à pédicule distale. L'évaluation au dernier recul était faite par l'examen clinique et le calcul de score fonctionnel de Kitaoka modifié. En ce qui concerne les résultats, l'âge moyen était de 9 ans, le recul moyen était de 23,5 mois, la mise à nu du calcanéum était retrouvée chez tous les patients, la mise à nu du tendon calcanéen était retrouvée chez 8 patients. Une fixation externe a été faite dans 10 cas pour une moyenne de 4 semaines. La cicatrisation a été obtenue en moyenne en 6 semaines. Il y avait 3 cas de nécrose marginale superficielle qui a bien évolué. La marche normale a été obtenue en 3 mois en moyenne et le score moyen de Kitaoka modifié était de 85. Il s'agit d'un garçon âgé de 5 ans qui a eu l'incarcération du son talon dans les rayons d'une roue de moto. Le bilan lésionnel a mis en évidence une perte de substance cutanée talonnière postérieure, mettant à nu le calcanéum. La couverture osseuse a été faite par un lambeau sural fascio-cutané à pédicule distale. Le résultat à 3 mois était jugé satisfaisant. Donc, le principe des lambeaux fascio-cutanés se base sur l'apport vasculaire des nerfs cutanés sensitifs. De plus, le lambeau sural distal a une vascularisation issue de la dernière perforante fibulaire. Dans la littérature, le lambeau sural à pédicule distale est une technique fiable. Il permet de couvrir la majorité des pertes de substances au tiers inférieur de la jambe, de la cheville et du pied, et ceci en urgence. La reconstruction du talon par ce lambeau est une indication reconnue dans la littérature. Les lambeaux suraux à pédicule distale exposent au risque de souffrance veineuse. Ceci représente sa principale complication dans la littérature et ça peut donner une nécrose marginale superficielle, mais qui évolue bien généralement.
Pour conclure, le lambeau sural à pédicule distale dans les pertes de substances du talon a plusieurs avantages. Il a une anatomie constante, sa dissection elle est simple, il peut être levé en toutes circonstances et en un seul temps opératoire. Il n'y a pas de sacrifice vasculaire, il a un bon résultat vasculaire et la courbe d'apprentissage elle est rapide. Et merci pour votre attention. Il s'agit d'un enfant âgé de 6 ans victime d'un AVP. Lors de la conduite de sa bicyclette, il a été heurté par un camion avec réception du choc par sa région sacrée. L'enfant a décrit suite à l'accident des douleurs de la région lombo-sacrée et le diagnostic d'une contusion lombo-sacrée a été porté devant une radiographie standard interprétée au début comme normale. 3 jours plus tard, l'évolution était défavorable avec aggravation des douleurs et apparition progressive de manifestations neurologiques de la queue de cheval. Le patient a présenté des troubles vésico-sphinctériens et des décharges électriques non systématisées des membres inférieurs. L'examen neurologique prouvait une béance anale, une rétention vésicale et une hyperesthésie ancienne. La radiographie lui a été refaite, mais elle n'a pas conclu à des signes de traumatisme évidents, d'où une IRM en urgence lui a été faite. L'IRM a été interprétée au début par un radiologue comme une luxation traumatique S2 S3. On voit sur cette coupe sagittale T2 perte de l'alignement des corps vertébraux de S2 et S3. La relecture de l'IRM avec un deuxième radiologue a conclu qu'il s'agit d'un phénomène malformatif vu l'absence d'anomalie de signal d'origine traumatique. Ici, sur des coupes axiales T2, une compression manifeste de la queue de cheval en regard de S2. Et donc, si on revient sur la radiographie standard pour mieux l'analyser, on tombe sur cette luxation S2, S3 avec des placements antérieurs de S3 par rapport à S2. Sur cette reconstruction sagittale scanographique, on voit une superposition anormale des corps vertébraux de S2 et S3 et on voit aussi une condensation des plateaux des pièces sacrées correspondantes en faveur d'une cause chronique de la lésion. Sur ces coupes axiales, on voit bien le rétrécissement du canal central, mais encore un défaut de fermeture des arcs postérieurs de S1 à S2, qui a été bien illustré sur ces reconstructions 3D. Au total, on est devant un contexte de luxation du rachis sacré d'origine très probablement malformative avec un traumatisme surajouté. Devant la gravité du tableau neurologique, on a décidé d'opérer le patient en urgence. Au bloc opératoire, après anesthésie générale, on a testé la mobilité de cette zone considérée comme luxée par le toucher rectal sous contrôle scopique. On a constaté une stabilité de cette zone, ce qui est en faveur plutôt d'une malformation d'origine congénitale. Donc, le diagnostic retenu était une décompensation traumatique d'une malformation congénitale sacrée, comprimant les racines sacrées. Et la décision était de réaliser une décompression neurologique de S1 à S3 par voie postérieure. Au niveau de S2, on voit la souffrance du fourreau dural, alors que l'aspect est parfaitement normal en regard de S1. Les suites étaient simples avec irrigation des douleurs et début de récupération neurologique à J3 post-opératoire qui est devenue complète à J7 post-opératoire. Et au dernier recul, le patient ne présente aucune plainte fonctionnelle. Les malformations du sacrum sont rares. Elles sont dominées par les agénésies du sacrum et des spina bifida. La luxation congénitale du rachis décrite pour la première fois en 1973 par Dubossé intéresse surtout le rachis thoracolombaire. À notre connaissance, l'atteinte du sacrum n'est pas encore décrite. En conclusion, la luxation congénitale du rachis sacré est rare et elle peut être décompensée par un traumatisme. Et toujours, il faut savoir penser à la libération neurologique précocement. Et je vous remercie.